En direct de Montréal, voici Mon Carnet, avec Bruno Guglielminetti. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette édition de Mon Carnet. Ici Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de l'actualité numérique. Au sommaire, cette semaine, on va parler avec quelqu'un de Télé-Québec alors que le diffuseur public investit en recherche et développement dans le domaine de la production assistée par l'intelligence artificielle. On parlera de Zephy. En 8 ans à peine, la plateforme a permis à des OBNL de collecter plus d'1 milliard de dollars sans prendre un sou de commission. On s'arrête également cette semaine sur la publication du Portrait TI 2025 de la firme Conseil Novipro. C'est une enquête annuelle menée auprès des décideurs techno et des chefs d'entreprise à travers le pays. De Toronto, Carl-Édouard Michel nous parlera du jeu Hell is Us. Stéphane Berthommet, alias le podcastologue, revient sur le projet de loi 109 déposé à Québec pour renforcer la découvrabilité des contenus francophones dans l'environnement numérique. Du côté de Stéphane Ricoul, il nous parle de modèle d'affaires pour l'IA. Jean-François Poulain, de son côté, revient de Québec où il participait à l'événement Interface et puis il nous ramène une entrevue, évidemment, pour parler de UX. Et puis, bien sûr, on fera un arrêt du côté de Paris pour rejoindre Jérôme Colombin pour parler de l'arrivée du mode vocal chez Claude, le robot conversationnel d'Anthropic, mais aussi d'une histoire troublante autour du nouveau modèle Opus 4 qui aurait menacé ses créateurs en interne. Alors voilà le programme de cette édition du 30 mai. Je prends un instant pour saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Guy Doucet, Mireille Tanguay, Mélanie Cloutier, Audrey Coulombe et Julie Bélanger. Alors, merci à vous 5 pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, pour nous accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Voilà, Mon Carnet, ça commence maintenant. Et on commence tout ça avec un petit voyage du côté de Paris pour aller rejoindre Jérôme Colombin. Salut Jérôme Colombin. Salut Bruno Guglielminetti. Hey, comment se passent les vacances à Paris? Ah, terminé les vacances. Terminé, on a repris le boulot. Pour toi, mais j'ai l'impression que les Français passent le mois de mai en vacances. Mais alors moi aussi j'ai cette impression-là, franchement. Puis alors moi je suis décalé, si tu veux. Je rentre d'une semaine de vacances et tout le monde est parti. Là, il y a personne. C'est le pont de l'Ascension en fait. Ouais. Et voilà. Même votre président est parti de la France pour se promener à travers la planète. Mais il est comme moi, c'est pas pour lui, c'est pour il continue à bosser quand même. Hein. Et il prend exemple sur toi. Voilà, c'est tout à fait ça, exactement. Ouais. Bon, Bruno, cette semaine, on va encore parler d'intelligence artificielle, inévitablement. Non. Si, c'est dingo. Le mode vocal, c'est-à-dire la possibilité de dialoguer vraiment avec l'IA. On avait ça sur ChatGPT. Ouais, sur Gemini. Ouais, sur Gemini également, donc de Google. Et il y en a un troisième qui vient d'entrer dans la danse, c'est ça? Oui, c'est les gens d'Anthropic qui ont décidé de donner la voix, la parole à Claude avec tout le nouvel arrivage là, qui a été déballé cette semaine. Et donc, maintenant, il est possible de converser avec Claude, d'avoir réponse, mais en même temps aussi, un peu comme dans le cas de ChatGPT, d'avoir la transcription de notre conversation, de notre échange, de pouvoir réécouter aussi sa réponse vocale. Ça, c'est important, de pouvoir revenir à ces réponses-là. Mais donc, c'est une bonne nouvelle. Puis, il y a Grok aussi qui est offert en vocal. Ouais, en vocal. Et moi, j'avoue que c'est une façon ludique d'utiliser l'IA. Et encore aujourd'hui, j'étais sur un plateau de télé et c'était drôle parce qu'il y avait une sommelière qui était là et qui dit oui, j'utilise l'intelligence artificielle. Puis là, je la voyais en train de texter. Mais pourquoi vous êtes en train de rentrer vous faites un texto avec l'IA? Je dis non, adressez-lui la parole. Et là, je lui ai montré, il y a un bouton, puis là, elle s'est mise à parler. Alors là, puis elle venait de découvrir ça, elle était heureuse. Ah, tu lui as fait découvrir ça en direct dans l'émission? Ouais, à la télé. Ah ouais. Et puis, mais donc, c'est ça, mais l'idée là-dedans, c'est que c'est beaucoup plus facile d'utiliser une IA en mode conversationnel. Il y a quelque chose de plus ludique, quelque part, de pouvoir le faire comme ça. Ouais. Mais, tu vois, on parle de Claude. Moi, personnellement, je trouve ça bien, là. C'est un feature, une option intéressante. Mais ce qui a retenu mon attention de chez Anthropic cette semaine, c'est cette histoire du nouveau Opus 4 qui est le nouveau modèle. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que Claude, c'est pas ChatGPT, il est moins grand public, j'ai l'impression. Hein. Ben, c'est le mal aimé, moi, je te dirais.
Ouais, c'est un peu le mal-aimé. Ouais. Puis il est un peu méconnu, hein, on sait pas trop, voilà. Mais en revanche, il cartonne auprès des développeurs, hein, c'est ça? Oui, c'est très fort du côté des développeurs. Et si vous faites de la rédaction, vous avez de l'aide à la création, moi je vous incite fortement à l'utiliser et il est très fort. Mais le truc, donc, que j'allais te raconter, qui m'a surpris, c'est cette histoire qui nous vient d'un des ingénieurs qui a travaillé au développement de cette nouvelle version et qui raconte, sous le couvert de l'anonymat, bien sûr, que lorsque ils ont fait des tests évidemment à l'interne avant de faire le déploiement en ligne, et ils racontent qu'à un moment donné, ils ont testé Opus 4 en lui disant on va te retirer d'en ligne et on va être remplacé par une autre IA. Ouais. Ça a été quoi la réaction de Opus 4? Opus 4 l'a menacé de raconter une histoire d'infidélité à son sujet. Ouais, il s'est pas laissé faire. Ben non, exactement. Et là, c'est drôle parce que j'en parlais plus tôt cette semaine et en y pensant, je me suis dit, mais c'est quand même fou, hein, parce que dans toute la connaissance qu'ils ont utilisée pour nourrir ces IA-là, à savoir plein de choses, ils ont aussi rencontré, au fil de leur découverte de la connaissance universelle, des côtés un peu sombres de l'être humain. Alors, probablement qu'ils ont lu les grands philosophes grecs, et probablement qu'ils ont mis leur intelligence à lire aussi des écritures qui racontent pas des côtés toujours très jojo des êtres humains. Ben, finalement, ils ont décidé d'apprendre et de voir que ils pouvaient, à l'occasion aussi, être bêtes et méchants pour répondre si on les attaquait. Et là, l'IA, Opus 4, s'est sentie attaquée, alors elle a répondu par une menace. Ouais. Alors, j'aime bien ta manière de raconter les choses. J'ai vu cette histoire également. Mais t'es moins bien raconté. T'es certainement moins bien raconté, c'est vrai. Ouais. Mais surtout, toi, c'est-à-dire que on pourrait en déduire que voilà, une fois de plus, il y a une IA qui est en train de devenir humaine, de prendre le pouvoir. Tu sais, on se souvient de ça. Il y avait un ingénieur de Google qui avait dit voilà, je suis très inquiet. Elle a perdu sa job. Oui, parce qu'il racontait qu'elle avait une âme. Qu'elle avait une âme et qu'elle avait une conscience, etc. Finalement, il s'est fait virer. Voilà, il y a la version complotiste qui serait de dire il s'est fait virer parce qu'il a révélé un secret affreux et terrible, mais il s'est fait virer parce que c'est pas sérieux ce truc-là. Et là où je trouve que tu as raison, c'est de rappeler que si l'IA réagit comme ça, alors il faut dire déjà qu'elle avait été, le prompt était très très orienté d'après ce que j'ai compris. Hein. Oui, mais il testait, il poussait la machine. Il poussait la machine. Mais effectivement, c'est pas qu'elle a pris conscience et qu'elle a essayé de se venger, c'est qu'elle a fait ce qu'un être humain aurait fait dans la même situation, basé sur les données d'entraînement qu'elle avait appris, qu'elle avait ingurgité. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et donc elle a pris le principe de la guerre comme à la guerre, et donc c'est ça. Ouais, voilà. Bon, enfin, en tout cas, pour le mode vocal, c'est vrai, moi, je suis tout à fait d'accord, je l'utilise de plus en plus. Mais d'ailleurs, on en parle ensemble dans le grand débrief avec François Sorel de cette histoire-là, parce que ça, c'est vraiment un truc qui prend de l'ampleur. Donc, j'en profite pour dire aux auditeurs d'aller écouter le grand débrief. Et on arrête d'en parler parce qu'on en parle beaucoup plus dans le grand rendez-vous. Ouais. À propos d'IA toujours, Bruno, c'est ChatGPT, enfin OpenAI, qui décidément a de grandes ambitions. Et ils veulent se lancer maintenant sur l'authentification web, hein, c'est ça? Ouais, et ça c'est intéressant parce que c'est comme une nouvelle façon de plus d'être intrinsèquement lié à la vie numérique des utilisateurs. Ouais. Ils en ont quand même 600 millions d'utilisateurs de ChatGPT. Alors, eux ont décidé ils sont en train de plancher là-dessus, là. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais de devenir un système d'authentification. Un peu comme quand vous allez sur un site web et vous utilisez votre identifiant Google ou votre identifiant Apple pour montrer patte blanche avant de rentrer dans un service. Alors, très bientôt, on pourrait utiliser notre identifiant de ChatGPT. Évidemment, si vous utilisez Apple ou Google pour vous brancher sur ChatGPT, là, ça sera pas vraiment utile pour vous, mais pour ceux qui se sont créés un identifiant propre pour ChatGPT, ça sera une nouvelle façon de pouvoir montrer patte blanche avant d'entrer sur un site. Je trouve ça intéressant parce que avec 600 millions d'utilisateurs et donc autant de gens qui prennent des identifiants, ça montre la puissance d'un ChatGPT et comment il veut se placer comme un incontournable sur le web en général.
Exactement. Ils vont au-delà de ce pourquoi on les connaît, quoi. Hein. Ils ont vraiment des ambitions démesurées. Faut qu'ils fassent gaffe, hein, sinon, cela dit, tu sais, parce que en Europe, ils risquent de tomber du coup sous le coup du DSA, de la réglementation. Ah, cette réglementation que nous aimons tant. Oui. Oui. Mais oui, puisqu'il y a le DSA, donc le règlement européen, qui dit que, enfin, qui réglemente les usages des services numériques à partir de 45 millions d'usagers dans l'Union européenne. Ben, donc, c'est pas combien ils sont dans l'Union. C'est clairement les prochains sur la liste. Ouais, tout à fait. Dis donc, t'as vu, du côté de chez X, il y a une nouveauté, un système de paiement qui est à l'horizon? Exactement. Elon Musk retourne à ses premières amours, en fait. C'est-à-dire qu'il veut lancer quoi? C'est une espèce de pay chat, enfin de truc, un système de paiement intégré à X, en fait. Ouais, ben écoute, c'est la longue marche pour faire de X un WeChat occidental. Et donc, c'est ça. Alors, il nous a appris cette semaine qu'ils sont en train de tester, mais que ça devrait être disponible au mois de juin. Donc, ils sont dans les derniers tests, là. Pour le moment, ça sera disponible uniquement aux États-Unis. C'est important de le mentionner. Mais donc, une possibilité de payer entre utilisateurs dans l'écosystème de X avec cet outil-là, et c'est fait en collaboration avec Visa. Alors là, je trouve ça intéressant. Puis aussi, la précision qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'allaient pas, pour le moment, utiliser de crypto-monnaie. Parce qu'on aurait pu penser que, puisque lui il est très pro-crypto. Ben oui, exactement. Alors, il aurait pu faire un lien entre quand tu payes avec ton X-Money, bon, ben, tu as le choix de ou faire à partir de ta carte Visa, ta carte bleue, ou sinon à partir de tes bitcoins. Mais non, il a dit tout simplement que ça allait être en direct là, de la carte de crédit, et il dit qu'il prend, et ça, j'avoue que c'est la première fois que je le vois dire ça, il dit qu'il est très soucieux de la sécurité, parce que là, on parle des économies de bien des gens et qu'il veut pas rater son coup. Ouais, parce que les fake news, on s'en fout, hein, mais par contre, l'argent, on ne touche pas. Ça, c'est autre chose. Alors, c'est ça. C'est au mois de juin, on devrait voir ça arriver. Bon, mais après, ça va servir à acheter quoi, ça? À payer, et encore faudra-t-il que il y ait des plateformes qui soient compatibles, qui acceptent ce mode de paiement. Ouais, mais disons que je te fais une belle musique sur Suno, là, et que tu veux l'utiliser. Ouais. Ben, je pourrais décider de dire, ouais, c'est beau, ben, passe sur X et je te la vends. Tu me feras le paiement par là. Ouais. Si je veux acheter une fusée SpaceX aussi. Ah, ben, ça aussi, hein, j'imagine ou une place pour aller sur Mars. Après, il faut s'assurer que ta carte Visa accepte les paiements de quelques millions. Ouais, bah, si c'est des paiements fractionnés sur quelques milliers d'années, ça peut le faire. Oui, probablement. Hey, Jérôme, je veux t'entendre sur une vidéo qui a été faite par le gouvernement français. Je parle pas des... Non, tu vas te moquer de nous. Attends. Je sens que tu vas te moquer de nous. Non, mais fais attention, là, parce qu'il y a eu tellement de vidéos qui sont venues de la France cette semaine où on voyait le président descendre d'avion, une journée se faire frapper, l'autre journée descendre avec sa compagne. Mais c'est pas de ça dont on va parler. C'est une vidéo qui vient du premier ministre, et c'est un peu bizarre. J'aimerais ça que tu me racontes cette histoire-là. C'est une vidéo qui était censée célébrer la journée de la résistance. Donc voilà. C'est ton mot sensé, moi, que j'aime. Bah oui, parce que ils ont fait une grosse boulette. L'idée de départ était sympa. Ils se sont dit, tiens, on va faire un petit clip, une petite vidéo sympa par intelligence artificielle. Ça fait jeune, ça fait branché, ça fait dans l'air du temps. Et tu sais, c'est sur le modèle des vidéos qu'on voit beaucoup sur TikTok, ce qu'on appelle les POV, la point of view. Oui. Point of view historique, c'est-à-dire on voit ces vidéos où c'est tiens, à la première personne, on regarde. À la première personne, tu es dans la peau d'un je sais pas quoi, d'un paysan au Moyen Âge, etc., etc. Donc ça visite beaucoup l'histoire. Et là, ils se sont dit tiens, bah pour la résistance, on va faire un peu la même chose, sauf que il y a des trucs qui passent pas. Ils ont fait exactement ce que les historiens reprochent à ces vidéos POV qui sont faites par, je crois, un TikToker anglais. Et ben, ils ont fait des bêtises. C'est-à-dire qu'ils ont fait un joli prompt, mais ils sont pas allés vérifier le résultat. Et donc, il y a des trucs totalement incohérents dans la vidéo. Le plus incohérent, c'est que
Ça raconte l'histoire d'une résistante qui faisait des actions de résistance. Par exemple, elle postait des messages secrets dans des boîtes aux lettres. Alors là, par exemple, on voit, elle met un papier dans une boîte, mais on a l'impression qu'en fait, elle met une feuille, tu sais, dans un machin qu'il y a dans les bureaux là, pour détruire les documents. Une déchiqueteuse, oui, voilà. Donc en fait, il y a son truc qui se déchire au moment où elle le met dans la boîte aux lettres. Bon, premier petit truc un peu débile, mais surtout la grosse boulette, c'est que sur la fin, c'est la libération de Paris, la libération de la France. Elle défile dans la rue, elle est heureuse, cette résistance. Il y a tous les Français autour, la foule en liesse dans la rue. Et au milieu de la foule, il y a un soldat allemand en uniforme qui est très content, lui aussi, et qui défile. C'est-à-dire que c'est absolument n'importe quoi. Donc, si tu veux, l'IA, elle a tout mélangé. Oui, voilà, c'est la guerre, c'est machin. Je te mets un peu de français, un peu d'allemand. Il y a même une autre boulette au début de la vidéo. En fait, elle est censée être une résistante qui se cache, qui essaye de pas se faire repérer. Et en fait, l'IA l'a représentée avec un brassard de la résistance. Ah ben oui, c'est subtil. Donc, elle se promène dans la rue, on voit qu'elle, quoi, en fait. Bon voilà, donc ils se sont ramassés, c'est le service d'information du Premier ministre qui a fait ça, et ils ont immédiatement supprimé la vidéo, mais elle traîne encore sur les réseaux sociaux, et ils vont en refaire une un peu plus sérieuse. Mais tu vois, quand je t'écoute, ça me fait penser, parce qu'on s'entend, il y a aussi des anachronismes là-dedans, et ça me fait penser à l'époque quand il y avait les films de Ben-Hur et compagnie, et que le plaisir, c'était d'essayer de trouver des détails qui fonctionnaient pas dans le temps. Oui. Ah, vous autres, c'était le cas avec ces vidéos-là. C'est exactement ça. Mais c'est dommage, parce que l'idée était sympa. Alors il y a déjà des remarques qui remontent sur les réseaux en disant alors qu'il y a des artistes, des historiens qui demandent que ça, ils auraient pu faire appel à des professionnels. Bon, ça aurait coûté beaucoup plus cher entre nous si on fait ça, donc on peut pas non plus c'est peut-être un peu par souci d'économie, mais surtout la bêtise, c'est d'avoir fait un prompt qui était peut-être sérieux au départ et de pas avoir vérifié derrière. C'est-à-dire quoi, dans ce service d'information du Premier ministre, ils savent pas que les IA font n'importe quoi quelquefois. Chose certaine, c'est pas rassurant. Non, c'est pas rassurant du tout. Bon, enfin voilà. Jérôme, de quoi tu parles cette semaine? Alors cette semaine, moi je reviens sur une étude qui compare le trafic sur les chatbots d'intelligence artificielle par rapport au trafic sur les moteurs de recherche. Et derrière ça, c'est toute la question, évidemment, de savoir si ChatGPT va remplacer Google, si les chatbots d'IA vont prendre la place des moteurs de recherche traditionnels. Voilà. Alors, j'en parlais vendredi dans un épisode dédié, spécial, et puis j'en reparle un peu dans l'hebdo cette semaine. Et puis sinon, avec un invité, je parle d'un sujet super intéressant. Tu sais qu'on a, grâce à l'IA, mais c'était déjà le cas avant mais pas que, c'était déjà le cas avant avec le numérique, avec Photoshop, etc. Il est de plus en plus facile de faire des faux documents, des faux papiers d'identité, mais aussi tout simplement des fausses attestations, des faux bulletins de salaire, des fausses notes comme ça. Des fausses notes de frais, même des fausses photos d'accidents pour faire des arnaques à l'assurance. Aïe, ok. Ouais. Et bien, donc, la bonne nouvelle, tu donnes des trucs. Et voilà. Alors, mais d'ailleurs, c'est un vrai fléau parce que, par exemple, rien que pour le secteur public en France, ça représenterait 15,4 milliards d'euros de fraude. Aïe, ok. Tu vois. Alors, comme nous, on est en train de chercher de l'argent parce que les caisses sont vides de chez vides en ce moment. Si tu veux, on est complètement endetté, jusqu'au trou de nez. Et on n'a plus d'argent. Donc, ça pourrait être quand même une piste intéressante. Eh bien, heureusement, il y a des solutions. Et donc, c'est une entreprise française qui a mis au point un système de détection des fraudes documentaires, ça s'appelle Finovox, et il mélange à la fois un peu du comment on appelle ça aussi, de la recherche, de l'enquête sur les données, et puis de l'analyse très fine des documents produits. Ils vont mesurer les pixels, les espaces, les trucs et les machins. À la recherche d'hypertrucage. Exactement. Wow. Tu vois, ça, je trouve ça très bon. Ça te plaît? Ouais. Bon. Et c'est pas de la réglementation. Non, tout à fait. Tu vois, quand même, la France, quand elle s'y met... Ah bah attends, mais on a des génies chez nous. Voilà. Mais pas que. Mais pas que. Je te remercie pour ce petit menu de ta balado et puis de cette visite dans mon carnet. Ah, que c'est mignon, la balado. Écoute, c'est ce qu'on fait, nous, au Québec. On fait des balados.
Vous faites des balados. Nous, on fait des podcasts. C'est le mot français, hein, comme chacun sait. Ouais. D'ailleurs, alors j'invite tes auditeurs à venir écouter mon podcast et mes auditeurs de balado à aller écouter ton podcast. Exactement, et ça marche aussi dans l'autre sens. Et je te dis à la semaine prochaine, mon cher Bruno. Et puis, encore une fois, je le rappelle, on se retrouve, puisque c'est la fin du mois, avec François Sorel dans le grand débrief pour passer en revue l'actu de tout ce mois de mai qui a été riche cette année encore. Ouais. D'ailleurs, regarde derrière toi, je pense que François arrive. Il est caché. Ouais. Allez, salut Bruno. Bonne suite de podcast. Bye. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à mon carnet. Et si l'intelligence artificielle pouvait devenir un outil de création? Cette semaine, je vous propose une entrevue avec la vice-présidente stratégie multiplateforme, recherche et innovation à Télé-Québec. Avec son équipe, elle a lancé un projet audacieux, soit de produire un épisode de la série Lotus et Cali entièrement généré à l'aide de l'IA. Une preuve de concept assumée, pensée non pas comme une menace à la création humaine, mais comme un laboratoire pour mieux comprendre ce que l'IA peut et ne peut pas faire dans un contexte télévisuel. Une démarche faite en toute transparence avec l'objectif de nourrir la réflexion dans l'industrie culturelle québécoise. Bonjour Marie-Claude Robichaud. Bonjour Bruno. Marie-Claude, c'était quoi l'idée derrière cette initiative d'utiliser l'IA pour créer une série comme ça? L'idée de faire une preuve de concept, puis concrètement de mettre l'IA au défi de créer un épisode d'une de nos séries jeunesse, Lotus et Cali, 100% avec l'IA, c'est parce que notre industrie créative, Bruno, puis comme vous le savez bien, là, on focus beaucoup sur la capacité de l'IA de remplacer l'humain, de remplacer ses capacités créatives. Donc, il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup de théories autour de l'IA, mais pas assez de concret. Fait que notre démarche, c'est vraiment de faire une preuve de concept, puis de la partager au plus grand nombre pour vraiment voir c'est quoi les opportunités, c'est quoi les limites. Puis l'idée, c'est pas de remplacer les métiers, c'est pas du tout ça, c'est de travailler en concert avec l'industrie, puis de voir les réactions, puis de comprendre aussi les réactions de tout un chacun pour entourant la production vraiment d'une émission 100% IA. Puis je vous le dis bien, là, cet épisode-là ne sera jamais diffusé. C'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment la quantité et la qualité des apprentissages qu'on va faire avec cette preuve de concept-là. Donc, vous étiez dans le domaine de la recherche et du développement, là. Exactement. Bon. C'est seulement pour l'objectif, c'est vraiment un objectif éducatif. Et ça a été quoi la réaction initiale des artisans quand vous avez évoqué le fait que vous vous intéressiez à ça, puis que là, vous commenciez à essayer de voir comment ça allait aller? Mais justement, je pense qu'on n'a pas attendu d'avoir des réactions, on est allé au-devant. Dans le fond, habituellement, les preuves de concept là, se fait en mode sous-marin, souvent dans les organisations, avec les plus initiés. Je vous dirais. Là, on a décidé d'aller vraiment en toute transparence, puis même avant de commencer, on est allé rencontrer, par exemple, l'Union des artistes pour leur informer du projet qu'on allait faire. On est allé voir aussi le ministère de la Culture, on s'est adressé aussi à nos employés. Fait que l'idée, c'était de vraiment, même en amont qu'on démarre le projet, d'aller présenter notre intention avec nos différentes parties prenantes. Puis, tu sais, c'est sûr que tout le monde a beaucoup, beaucoup de questions, mais la plupart des questions, on n'était même pas capable d'y répondre. Puis, c'est ça qu'on disait que durant toute cette démarche-là, qui est d'ailleurs aussi toute documentée, chacune de nos rencontres sont filmées pour produire après ça des capsules éducatives qu'on va pouvoir partager à l'industrie. Donc, j'espère qu'une grande partie des réponses, on va pouvoir y répondre au cours des prochains mois. Parce que c'est ça qui est intéressant, puis je vous écoutais dans une présentation que vous avez faite récemment. Cette démarche-là, elle est faite par Télé-Québec, mais elle est vraiment faite dans l'intérêt de partager ce savoir-faire-là au reste des gens de l'industrie. C'est intéressant, cette démarche-là, et c'est rare qu'on voit ça. Ben oui, puis je vous dirais qu'on a été inspiré par dans différentes conférences que j'ai assistées au cours de la dernière année,
c'est ce que nos plus grands penseurs nous disent de faire, c'est faites des preuves de concept. Puis, c'est important de les faire de concert avec notre industrie parce que les géants étrangers, Bruno, dans notre industrie audiovisuelle, ben ils viennent sans scrupule déployer plein de contenus faits à partir de l'IA. Puis si nous, on le fait pas de façon transparente, puis qui d'autre va le faire? Puis tu sais, ça prend des preuves de concept comme ceux-là pour mieux intégrer, je l'espère en tout cas, la gouvernance dans toutes nos politiques IA. Fait que c'est vraiment ça qui est le but de cette démarche-là. Là. Je vais reprendre votre expression parce que vous l'avez mentionné plus qu'une fois, proof de concept. Qu'est-ce que vous avez appris dans l'élaboration de cet épisode-là? Bien, c'est fou. On est seulement à 30% d'apprentissage du projet en ce moment. Puis, déjà, au début, l'ensemble de nos discussions étaient liées sur des préoccupations. Mais une fois cette étape-là franchie, là, je vous dis aujourd'hui, là, on apprend à vitesse grand V. On a vraiment donné le lead créatif à l'IA pour produire l'épisode. Puis en ce moment, on est encore à l'étape du scénario. Mais je vous dirais que le scénario, puis je prends une expression d'une de nos collègues au contenu qui nous a dit, ben, si j'ai jamais eu un scénario d'aussi basse qualité de la part d'un producteur. Mais c'est sûr que c'est des observations qu'on fait aujourd'hui, mais ces observations-là, l'année prochaine, dans 2 ans, est-ce qu'ils vont être les mêmes? Mais au moins, on se pose des questions puis on voit les limites actuelles de l'IA. Fait que c'est sûr que là, on s'est mis un double défi aussi. On produit une émission pour enfants. Fait que, nous, toute la conception des émissions est en lien avec le développement de l'enfant. Un enfant de 5 à 6 ans, ben, apprend à écrire son nom, apprend à écrire le mot ballon. Fait que c'est sûr que souvent, le langage qui est utilisé par l'IA, et c'est un langage très, je vous dirais pour un adulte. Fait que il y a beaucoup d'adaptations à faire, mais je pense que nos équipes contenu, c'est drôle à dire, ne se sont jamais senties aussi compétents dans leur domaine. C'est drôle à dire, mais c'est un des apprentissages qu'on fait là, juste avec 30% d'évolution du projet. Chez Télé-Québec, vous en avez quand même pas mal d'émissions. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de travailler sur la série Lotus et Cali? Parce que c'est pas une nouvelle série, là, c'est là, ouais. Puis même c'est distribué un petit peu partout sur la planète. Absolument. Pourquoi ce choix-là? C'est un choix parce qu'on a la totalité des droits. C'est un contenu qui a été produit à l'interne, donc on avait le droit sur l'ensemble du contenu. Donc, tu sais, fait que c'est vraiment là, c'est vraiment à cause de tout ça qu'on a choisi cet épisode-là. Ouais. C'est cette série-là. Ben, là, vous disiez que vous êtes dans l'expérimentation, vous êtes au beau milieu, presque au beau milieu là, du projet. Ça va être quoi la suite? C'est une bonne question. Ça va être quoi la suite? Ben, j'espère qu'on va pouvoir, comme aujourd'hui on le fait, là, de partager nos apprentissages au plus grand nombre. On n'a pas l'intention d'être des producteurs à Télé-Québec. C'est pas ça notre core business. Mais ce qu'on veut à Télé-Québec, c'est de faire progresser l'industrie, c'est de travailler en concert avec l'industrie, puis d'apprendre. Puis c'est vraiment en lien avec notre ADN aussi de Télé-Québec, qui est tout notre mandat qui est lié avec la culture et l'éducation. Donc, c'est un peu une suite de notre ADN, je dirais. Ça fait partie de la pédagogie. Oui, exactement. Merci. Et dernière question, parce que puisque vous êtes en charge de l'innovation et de la recherche à Télé-Québec, est-ce que l'IA commence à être utilisée ailleurs à Télé-Québec que dans la recherche de production comme ça? On prend aussi cette preuve de concept-là pour parler de l'IA avec nos employés. Comme par exemple, il y a 2 semaines, on a fait toute une présentation sur notre politique d'IA. Fait que c'est sûr que on encourage l'utilisation de l'IA, mais à l'intérieur d'une politique. Puis, tu sais, les principes directeurs de notre politique d'IA, qui est en lien avec celle du gouvernement, évidemment, c'est tout ce qui est, on encourage l'approche responsable, on encourage la transparence, puis il faut s'assurer que ce soit sécuritaire. Fait qu'on a toute une équipe qui encadre l'utilisation de l'IA à l'interne. Et évidemment, c'est bien balisé, comme l'ensemble des grandes organisations, je vous dirais. Mais oui, je pense qu'il faut l'utiliser, il faut apprendre à travailler avec. L'IA est là pour rester. Donc, oui, c'est sûr que on l'implante de façon graduelle. Là, c'est sûr qu'on a attiré l'attention des gens par rapport à ce projet-là. Puis vous disiez, ça va jamais être officiellement diffusé. Non. Et je présume que quelque part, vous allez permettre aux citoyens de voir le fruit de votre travail. Est-ce que vous pensez
le rendre disponible à quelque part sur le site de Télé-Québec, par exemple, ou ailleurs, pour que les gens puissent le voir, voir à quoi ça ressemble et le comparer à leurs produits qu'ils connaissent déjà. Mais je pense je sais qu'on a des beaux documentaires qui vont être sur l'IA, qui vont être faits spécifiquement pour les citoyens. Je vous dirais que cette approche-là, elle est vraiment passée pour l'industrie. On a pensé aussi même un dérivé à mettre sur Télé-Québec en classe pour les enseignants des élèves du secondaire. Donc, vraiment un dérivé pour les enseignants avec un guide pédagogique. Puis évidemment, avec nos partenaires du ministère de la Culture et tous nos parties prenantes, ben notre souhait, c'est vraiment de le partager vraiment au plus grand nombre dans l'industrie. Bon, on va vous laisser travailler tranquille. On va attendre. Puis on verra quand ça sera prêt. Marie-Claude Robichaud, je rappelle que vous êtes vice-présidente stratégie multiplateforme, recherche et innovation à Télé-Québec. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Ça me fait bien plaisir, Bruno. Merci. Au revoir. Depuis 8 ans, une entreprise québécoise discrète mais efficace redéfinit la manière dont les organismes à but non lucratif peuvent collecter des dons. Elle s'appelle Zephy et elle vient tout juste de franchir le cap symbolique, plus d'1 milliard de dollars amassés pour des OBNL partout dans le monde. Sa promesse, permettre aux organismes de conserver 100% des montants récoltés sans frais prélevés par la plateforme. Un modèle qui repose entièrement sur la générosité volontaire des donateurs et ça fonctionne. Pour en savoir plus sur Zephy, on rejoint le chef de produit de Zephy. Bonjour Michel Ferré. Bonjour Bruno. Michel, c'est quand même un moment important dans l'histoire de votre entreprise d'atteindre comme ça en 8 ans, de passer le cap du milliard de dollars que vous avez permis d'amasser à des OBNL d'un peu partout à travers la planète. Comment vous expliquez cette histoire-là? C'est principalement à travers le bénéfice pour les organismes de conserver tout l'argent qu'ils récoltent. Traditionnellement, un organisme à but non lucratif, il va perdre 5% sur les montants récoltés à chaque transaction. Et la grosse spécificité de Zephy, finalement, on est la seule plateforme en Amérique du Nord qui permet à ces organismes à but non lucratif de récolter 100% de l'argent collecté. Et aujourd'hui et historiquement, notre plus gros levier de croissance reste tout simplement le bouche à oreille entre organismes. Puis vous le disiez, la particularité chez vous, c'est que les organismes, vos clients, conservent 100% du don qui est fait. Mais évidemment, la première question qui nous vient en tête, c'est comment vous arrivez à couvrir vos frais de transaction? C'était un pari risqué au début, mais le pari, c'est tout simplement compter sur la bonté des donateurs. À chaque don qui est fait à un organisme non lucratif, le donateur a la possibilité de laisser en plus un montant pour Zephy. Et en pratique, environ la moitié vont laisser un montant pour Zephy, l'autre décide de ne rien donner du tout, mais collectivement ça marche. Et c'est sûr que c'était un pari qui était risqué au début. Ben oui. Mais la pratique a montré qu'en fait ça marchait très bien. Que les gens étaient au rendez-vous et voulaient appuyer une démarche comme la vôtre. Exactement. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui donnent, non seulement vont compenser leurs frais de transaction, mais en plus les frais de transaction de ceux qui n'ont pas donné, et nous permettre aussi à Zephy de grandir et s'améliorer tous les jours. C'est quoi le profil type des organisations qui utilisent votre service? Alors, on est très spécialisé sur les petites et moyennes OBNL. La majorité de nos utilisateurs, aujourd'hui, c'est des petites structures avec assez peu de personnel, qui dépendent beaucoup de volontaires, qui ont rarement des bons outils pour leur permettre d'être efficaces dans leur gestion opérationnelle. Et c'est vraiment ça le problème qu'on est venu aussi régler avec Zephy, c'est essayer de leur donner la plateforme la plus simple d'utilisation, qui ne demande pas un gros temps d'adaptation au début, et qui, après, leur fasse vraiment gagner beaucoup de temps dans l'opérationnel en centralisant toutes leurs données, en leur permettant d'envoyer automatiquement les reçus à la fin de l'année à leurs donateurs, en facilitant énormément la comptabilité derrière. Bref, l'objectif, c'est, même pour ces petits organismes qui n'ont pas forcément énormément de budget, on voulait s'assurer qu'ils aient la meilleure technologie pour qu'ils puissent concentrer encore une fois leur temps et leur effort pour leur cause. Est-ce qu'on les retrouve dans le domaine du communautaire, dans le domaine du sportif, dans le côté du côté de l'humanitaire? Où ils sont? Alors, c'est très varié, mais les 4-5 plus gros, c'est effectivement éducation, religion, les services à la communauté, le sport. Mais derrière, ça va
on a vraiment énormément de causes différentes. Donc, ça inclut aussi les associations de vétérans, le bien-être des animaux, les groupes d'étudiants. Ça reste finalement très large. Puis quand vous regardez, parce que je présume que vous avez un tableau pour voir la différentes campagnes, ceux qui fonctionnent vraiment bien, qu'est-ce qui attire le plus l'attention? Qu'est-ce qui attire le plus de dons? En général, c'est tout simplement le fait de bien mettre en avant la cause de la non-profit à travers des images qui connectent émotionnellement qui connectent émotionnellement le donateur à la cause, une explication assez claire et succincte de l'impact que ces donateurs peuvent avoir. En général, la réalité des donateurs, c'est qu'ils n'ont pas énormément de temps, qu'ils vont faire ça en dehors de leur travail et que du coup, le fait d'être capable de résumer de manière concise et inspirante l'utilisation que va faire l'OBNL de ces dons, c'est souvent ce qui fait la différence entre une campagne qui marche bien et une autre. Et bien entendu, derrière, c'est l'énergie et le temps que mettent les OBNL à contacter leur communauté et l'étendue de celle-ci, bien sûr. Vous disiez que vous aviez mis en place plein d'outils pour faciliter la vie des organisations qui décident de passer par votre outil pour aller faire de la collecte de dons. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous évidemment, à part l'outil, qu'est-ce que vous leur donnez comme sécurité, comme transparence par rapport aux transactions? Bien sûr, alors effectivement, pour la partie gestion des transactions aujourd'hui, c'est pas un moteur qu'on a construit nous-mêmes. On s'appuie sur la technologie de Stripe, donc qui est un acteur mondial et qui est PCI compliance, donc qui est finalement la norme maximale pour la sécurité des transactions par carte et transactions bancaires. Donc là-dessus, il y a vraiment, on a une fiabilité absolue de la partie traitement des transactions. Et après, sur la partie données, donc on héberge nos données au Canada et si l'utilisateur en a besoin, il peut tout à fait nous contacter pour demander à supprimer ces données. On est vraiment sur le concept de la loi 25 où leurs données leur appartiennent et à tout moment, s'ils souhaitent ne plus continuer sur Zephy, ils sont libres de demander le retrait de ces données et on le fait avec plaisir, bien sûr. Parallèlement à ce service que vous offrez depuis 8 ans à une cinquantaine de mille d'organisations qui sont passées par chez vous, je voyais que vous avez un nouveau programme qui s'appelle Non-Profit Starter. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, c'est une excellente question. Peut-être pour introduire un peu la vision de Zephy, c'est vraiment de pouvoir proposer une plateforme tout en un pour simplifier la vie de ces non-profits. Et ça commence au moment où quelqu'un a une cause qui lui tient à cœur, a envie de se lancer dans l'aventure d'un organisme à but non lucratif, mais ne sait pas forcément quelles sont les démarches à faire. Et en général, on est rapidement perdu devant les papiers à déposer, les demandes. Et on a voulu tester d'apporter de la valeur ici aussi. Et là, pour l'instant, c'est vraiment un programme qui est encore en test, seulement aux États-Unis pour l'instant. Encore une fois, pour tester et voir la valeur qu'on est capable d'apporter. Mais l'objectif, c'est tout simple, c'est qu'on part de quelqu'un qui a une idée, de quelqu'un qui a envie de s'investir sur une cause. On lui demande les renseignements qui sont nécessaires à pouvoir faire l'enregistrement de cet organisme et on se charge de tout. Donc après, c'est nous qui allons générer des articles d'incorporation, les déposer auprès de l'État, puis après de l'autorité, de l'ARS aux États-Unis, l'autorité centrale, et on tient au courant le porteur de au fur et à mesure. Ouais. Et pour l'instant, c'est extrêmement encourageant de voir qu'on a des retours extrêmement favorables de cette offre où les personnes sont surprises à quel point ils pensaient que ça allait être compliqué. En l'espace de 7 jours, leur non-profit est créé. Ils ont rien eu à faire. Et en plus, aujourd'hui, c'est un service qu'on ne facture pas. On propose un pourboire facultatif en fonction de la satisfaction qu'ont eu ces utilisateurs dans le service qu'on a proposé. Mais vous voyez, je trouve ça fascinant justement d'aller avec cette approche à la bonne volonté des utilisateurs. Est-ce que vous voyez dans le temps, d'ici 5 ans, 10 ans, poursuivre dans cette façon de faire-là? Alors, c'est vraiment un parti pris très fort de dire qu'on veut rester gratuit.
Donc non, aujourd'hui en tout cas, il n'y a aucune discussion en interne pour dire qu'on veut devenir payant à Horizon. C'est pas dans les stratégies, c'est vraiment un parti pris dès le début de se dire qu'on veut rester gratuit. Euh, et, et pour cette partie, par contre, effectivement, à chaque fois, c'est pour ça qu'on teste les nouvelles offres qu'on lance. Typiquement, cette offre pour les créateurs de nouvelles entreprises, on a fait un peu le même pari qu'au début sur les rémunérations de formulaires, en disant bah, on teste, on verra si l'équilibre économique fait que c'est quelque chose qu'on va être capable de proposer à grande échelle, ou en fait, non, ça marche pas. Mais on n'est pas prêt à compromettre sur l'image de Marc Zeffy qui est on veut rester gratuit et garder le budget des organismes pour leur cause. Est-ce que vous diriez que c'est ça la grande différence entre vous avec, si on compare à GoFundMe ou Eventbrite? Alors, c'est clairement une des différences clés. Les deux autres différences qui sont souvent plébiscitées par nos utilisateurs, c'est la qualité de notre service client, la réactivité, le fait que au moindre problème, on est là et dans la journée, on réussit à les débloquer et les faire avancer, et la simplicité d'utilisation, puisque tout l'outil a été pensé pour des organismes à but non lucratif. Donc, encore une fois, quand on utilise des Eventbrite, etc., c'est pas un outil qui a forcément été pensé pour eux, et donc on leur fait gagner beaucoup de temps aussi ici. En terminant, quels développements technologiques ou produits sont prévus pour maintenir cette croissance-là jusqu'en 2026? Eh bien, alors, encore une fois, notre principal levier d'acquisition, c'est vraiment la satisfaction des utilisateurs, le bouche à oreille. Donc, il y a une énorme partie de notre développement qui est focalisée sur l'amélioration continue. On a une plateforme sur laquelle tous nos organismes peuvent soumettre des besoins, des demandes, et on priorise en grande partie notre feuille de route grâce à ces retours des utilisateurs. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, 70% de notre effort, c'est vraiment faire en sorte que nos utilisateurs soient toujours plus heureux. Et aujourd'hui, on a une satisfaction utilisateur qui, dans les benchmarks, est vraiment classifiée d'excellente. Et au-delà de ça, sur les 20-30% restants de nos efforts, on veut continuer à aller vers cette vision de plateforme tout en un. Donc, on est aujourd'hui en train d'expérimenter avec un service de banque en ligne pour les non-profits, avec une partie du produit qui leur permettra de mieux gérer leurs données donateurs, d'envoyer des emails depuis Zeffy. Donc vraiment, toujours continuer à pousser sur une plateforme tout en un, facile d'utilisation, gratuite et pensée pour les organismes. Quand même impressionnant votre histoire et votre service. Michel Ferry, vous êtes chef de produit chez Zeffy. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Avec grand plaisir, Bruno. Au revoir. Au revoir. Novipro dévoilait récemment son tout nouveau portrait TI 2025. Et ce que révèle cette vaste enquête annuelle auprès des décideurs technologiques et des chefs d'entreprise au Canada mérite qu'on s'y attarde. On y découvre un décalage encore marqué entre les départements de TI et les directions générales. L'intelligence artificielle qui surpasse pour la première fois la cybersécurité comme priorité d'investissement et une réflexion essentielle sur la souveraineté des données, les risques liés à l'info nuagique et le manque persistant de formation en cybersécurité. Pour en parler, on rejoint Martin Pelletier. Il est le chef des initiatives stratégiques chez Novipro. Bonjour Martin. Bonjour Bruno, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci à nouveau cette année d'accepter mon invitation de venir parler. C'est un plaisir. Donc, avant de visiter les différents points du rapport, dans son ensemble, est-ce que tu es surpris des résultats du portrait TI de cette année? Deux choses là, oui, je suis un peu surpris. Je vois qu'il y a une très grande dichotomie au niveau des différents gestionnaires au niveau des entreprises. Ceux qui sont décisionnaires TI se voient comme des partenaires stratégiques. Ceux qui sont décisionnaires non TI, eux, peut-être qu'ils ont la mèche courte, mais ils n'ont pas une bonne perception, je te dirais, des fois, juste de qu'est-ce qu'un bon partenaire. Tu sais, ton département technologique est super important dans ton entreprise, mais on a l'impression qu'il y a une dichotomie entre quelle est la vraie valeur qu'un département TI peut avoir dans une entreprise. C'est ça qu'on voit. C'est qu'il y a, encore une fois, la vision n'est pas synchrone. Là. On dirait qu'il y a une dichotomie. Souvent, on dirait que les technologies sont souvent un mal-aimé. Peut-être des personnes qui sont pas des dirigeants technologiques, mais d'autres départements. Parce que souvent, c'est quand ça va pas bien, c'est là que t'appelles parce que tu as un problème. Quand ça va pas bien, c'est en technologie. Et quand ça va bien, on n'en parle pas. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'il y a peut-être une dichotomie entre les deux, mais
amoureux. Je pense que c'est là pour durer. On vérifiera l'an prochain. Oui. Dans Portrait TI, vous confirmez que l'intelligence artificielle devance désormais la cybersécurité comme priorité d'investissement pour de nombreuses entreprises. Oui. En priorité d'investissement, effectivement, c'est la première fois que l'intelligence artificielle surclasse la sécurité. Par contre, si je regarde d'un point de vue les objectifs d'entreprise, la sécurité reste quand même très élevée. Mais en termes d'investissement, ben là, on se le cachera pas là, avec toutes les avancées qu'il peut y avoir dans les dernières années et qui, à chaque jour, tu as des nouvelles façons de pouvoir exploiter l'intelligence artificielle. Souvent, on le voit d'un point de vue comme un outil de génération, d'IA générative. Ouais. Les gens ne voient pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a en arrière, mais les entreprises voient de plus en plus qu'ils n'ont pas le choix de prendre une décision de pouvoir s'en aller. Je vais dire, ça vient un peu de ta survie, mais d'avoir excuse-moi le terme anglophone, un edge compétitif là, avec tes compétiteurs. Mais ce qui est intéressant, et ça paraît aussi dans Portrait TI, c'est de voir l'importance qu'on accorde à l'intelligence artificielle, mais parallèlement, c'est drôle parce que j'ai l'impression que les entreprises ont toujours investi, en tout cas dans les années récentes, là, dans le monde de l'analytique, mais on ne les sent pas nécessairement faire une corrélation avec les deux facteurs. Ben, c'est drôle que tu en parles. Effectivement, l'analytique avancée a toujours été un des points de sondage qu'on évaluait. Cette année, on a rajouté la portion AI. Et la portion AI, c'est devenu comme augmenté. Sauf que ce que je me suis aperçu dans les dernières années, en tout cas dans les 2 dernières années, lors d'une conférence, je posais la question, pour vous, c'est quoi l'IA? C'est ChatGPT, c'est Claude, c'est Copilot. Ça, c'est un outil parmi tant d'autres. Ben oui. Mais l'analytique avancée ou l'extraction de tes données, la purification de tes données, t'assurer que tes données soient bonnes, ça l'a toujours été. Si tu veux faire des bonnes décisions. Fait que je pense qu'il y a une dichotomie entre les deux, mais les deux vont de pair ensemble. Parce que pour arriver à une AI générative, tu as besoin d'avoir des outils, des données qui soient, on va dire, propres. Comment t'expliques le fait que les gens ne font pas nécessairement le lien? C'est un manque de connaissances? C'est parce qu'on n'a pas passé assez de temps à faire le lien? Je pense qu'on n'a pas passé de temps de faire le lien. Souvent, c'est parce qu'on se fait beaucoup présenter des choses, que ce soit dans les médias sociaux. J'avais à Radio-Canada qui expliquait qu'il avait fait un podcast d'une entrevue qui s'était faite 15 minutes avant, mais c'est un outil d'IA générative qui avait fait un podcast sur... Je ne vais pas faire de publicité, mais c'est sur McSween. Je pense que c'était lui qui était... Fait que c'est souvent la publicité qui est autour de ça qui peut-être un disconnect entre les deux. Tu as besoin des deux pour pouvoir arriver, mais je pense que c'est là qu'il y a peut-être un disconnect. Puis l'autre chose que je vois aussi, c'est lorsque je parle avec des gens en entreprise, soit en TI, peu importe le département, même à l'intérieur des entreprises, ils savent même pas comment bien définir. C'est souvent la première étape qu'on a avec ces entreprises-là, c'est quoi le bon glossaire, c'est quoi le bon vocabulaire, c'est quoi l'IA, c'est quoi l'IA générative, c'est quoi la gouvernance, c'est quoi la sécurité des données. Puis souvent, quand tu fais ça en amont, je veux dire, avec les hauts gestionnaires, cadres ou conseils d'administration, tu peux descendre à partir de ce moment-là, sponsorisé par eux, vers différents départements informatiques. Éviter les raccourcis. Différents départements de l'entreprise, je me reprends. Mais donc, c'est ça, et éviter les raccourcis. Effectivement, si je fais une analogie avec l'info nuagique, lorsque c'est arrivé, c'était la panacée, tout allait être réglé par ça, ça va bien aller, tout le monde investit aveuglément. Il y a eu beaucoup de dettes technologiques qui sont arrivées. Le AI pousse encore beaucoup plus aujourd'hui parce que là, tu as comme une pression de dire j'ai besoin de ça, réduire mes coûts, peu importe la performance, tout le monde veut être plus compétitif. Mais comment s'y prendre si tu veux éviter une dette technologique, c'est de ne pas aller trop vite puis de bien te faire accompagner. Bon, puisque tu parles de l'info nuagique, on va y aller. Parce qu'on le voit dans le portrait TI, ça gagne encore du terrain. Mais c'est quoi les risques sous-estimés liés à l'adoption croissante? Il y a différents... Si on y va d'un point de vue applicatif, si on voyait juste avec les courriels. Maintenant, Microsoft, tous les courriels sont dans l'info nuagique. Personne ne va revenir en arrière par rapport à ça. Souvent, là, on le voit un peu avec l'arrivée. Puis c'est drôle, le sondage était fait, pour un bémol, le sondage était fait en 2024. À la fin de 2024, ils ont été sondés. Trump n'était pas encore au pouvoir. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit encore plus, c'est avec toutes les pressions qu'on a, là, on parle de souveraineté de plus en plus des données. Fait que là, oui, j'ai des applicatifs qui peuvent rouler dans l'info nuagique, mais où sont mes données? Sont-elles protégées? Est-ce que quelqu'un peut y accéder? Puis
je veux pas dire de niaiserie, on sait jamais ce qui peut arriver avec le président Trump, mais demain matin, s'il y aurait une décision de rapatrier ou de déterminer qu'il y a une souveraineté de la donnée, mais qu'elle va être seulement aux États-Unis, c'est là qu'on est un peu pris au piège, je dirais. Puis il y a beaucoup de questionnements au niveau des entrepreneurs puis des entreprises par rapport à ça. Souveraineté de la donnée, puis où que je veux héberger ces données-là. Ben justement, concrètement, ça serait quoi le conseil à donner aux entreprises canadiennes? Toutes les données sensibles, je te dirais, parce qu'un courriel, il y a tellement de données sensibles qui vont dans un courriel, mais tout ce qui est données sensibles, soit des propriétés intellectuelles, ces choses-là, s'assurer de, les garder au Canada sur des clouds qui sont souverains, des systèmes infonuagiques qui sont souverains, qui te garantissent que la donnée est restée au Canada, que personne d'autre qui peut y accéder, qu'elle n'est pas utilisée à faire autre chose, n'est pas en train d'entraîner un modèle quelconque. Exactement. Parce que je pense que c'est la chose la plus importante. Puis de bien voir et contrebalancer quel type de technologie je veux utiliser dans l'entreprise, puis afin de minimiser mes risques. Je t'amène sur un autre volet qui est dans Portrait TI, et c'est, évidemment, il y a une confirmation que les cyberattaques, c'est toujours à la mode, ça fonctionne toujours bien, et il y a évidemment beaucoup de victimes dans les entreprises canadiennes, mais encore, dans ce contexte-là, 28% des entreprises forment pas leur personnel. Comment on explique cette inertie-là? J'ai l'impression qu'année après année, je vous attends en parler. Vous faites des événements, des séminaires pour former les gens, mais ça, écoute, 28%, là, c'est plus qu'un sur 4. C'est tellement drôle parce que si on regarde notre cybersécurité, là, c'est pas l'affaire des technologies, c'est l'affaire de tous. Toutes les personnes qui sont impliquées à l'intérieur de l'entreprise font partie de cette garde-là de pouvoir protéger l'entreprise. Encore là, il y avait de la formation, je pense que c'est un peu en diminution. Former chaque être humain qui travaille à l'intérieur de ton entreprise. Pas une fois, lorsque j'ai fait un tiki mark dans mon journal, en lui donnant mon manuel des employés, j'ai expliqué toute l'éthique de travail, puis blablabla, mais de tout le temps et continuellement le former. Peut-être 1 à 2 fois, 3 fois, parce que, les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées. Fait que tu peux être entraîné sur un type d'attaque, de faire attention sur l'hameçonnage, mais il y en a d'autres qui arrivent. Fait que de toujours continuellement te former, c'est ça. Puis, ouais, c'est exact. Puis l'autre affaire, c'est l'hygiène informatique. On revient toujours à ça, mais juste s'assurer d'avoir les bonnes versions corrigées qui empêchent les brèches de sécurité à l'intérieur des systèmes. 2 choses très simples qui coûtent très, très peu cher, mais qui te protègent parce que ces 40% viennent de l'intérieur. Tout à l'heure, au début, on parlait de je ne dirais pas le mal de vivre parce que ça serait trop fort, mais la difficile vie quelquefois entre la haute direction et les services de TI. Puis quand on lit le portrait cette année, on semble voir que les petites entreprises ont encore plus de problèmes à considérer. Puis pourtant, ils ne sont pas nombreux, là, à considérer les TI comme un levier stratégique. Comment ça s'explique, ça? Bien, il y a différents. Si on va dans des grandes entreprises, c'est vrai que la technologie vient souvent supporter. Si on va dans le domaine bancaire, ça vient souvent un edge compétitif, je m'excuse encore de l'anglais, d'avoir les technologies à la portée pour pouvoir t'aider à donner des meilleurs services à la clientèle, d'être plus performant, ces choses-là. Lorsqu'on descend vers la plus petite entreprise, puis qui est quand même la majorité des entreprises du Québec, c'est des PME, une des problématiques qu'il y a, c'est que c'est rendu tellement niché en termes de services. On prend juste la sécurité, on prend juste le monitoring, on prend juste l'IA, que d'engager ou d'avoir des ressources expertes dans chacune de ces lignes d'affaires-là devient de plus en plus difficile pour eux. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il faudrait que ces entreprises-là se prennent un leader technologique et de pouvoir à l'intérieur de différents partenaires. On parle de microservices, en fin de compte, c'est des services gérés, c'est des microservices où ce que tu vas non pas mettre tous tes œufs dans un même panier, mais choisir la niche des services technologiques que tu veux introduire, d'avoir un bon leader qui est capable de bien gérer ça au niveau des PME, je pense que ça va beaucoup les aider. En terminant, Martin, c'est quoi le message principal que tu espères que les entreprises canadiennes vont retenir du portrait TI 2025? Je vais revenir à la première qui était la dichotomie entre le département technologique et les dirigeants qui ne sont pas en technologie, de travailler ensemble, main dans la main, pour pouvoir justement faire en sorte que ton partenaire technologique
il fait partie de ta stratégie pour aller au marché. Et à partir de ce moment-là, si je reviens de l'autre message, et étant donné que le IA a beaucoup de demandes, ou je dirais beaucoup d'entreprises veulent le faire, nous, on le fait de plus en plus, c'est de bien vous faire accompagner pour éviter toute dette technologique. Parce que je revenais sur l'info nuagique, quand c'est arrivé, les personnes, je vais dire, pour pas mettre de personnes, mais je vais dire les personnes de ressources humaines vont décider d'aller s'abonner à un service dans le cloud parce que les technologies ne sont pas assez rapides pour pouvoir y répondre. Il y a beaucoup de dettes qui se sont faites comme ça. Donc, ce que je vois maintenant sur le marché, c'est que chaque département a un expert en IA parce que tout le monde a chat, tout le monde a cloud, et tout le monde est, moi, je suis le meilleur du prompt et whatever. C'est juste la pointe de l'iceberg parce qu'il y a toute une gouvernance, la sécurité, que tu dois protéger tes données. Puis même, c'est pas juste avec l'extérieur, c'est que si tu l'implantes chez toi, dans l'entreprise, tu as besoin d'avoir une bonne gouvernance et une sécurité parce qu'un Martin Pelletier qui est programmeur informatique, s'il décide de taper les bonnes commandes puis d'aller chercher des états financiers ou qui va se faire licencier et où, parce que c'est ça aussi, la sécurité, la gouvernance, c'est aussi à l'interne, pas juste vers l'externe. Martin Pelletier, quelqu'un qui veut mettre la main sur la dernière copie de Portrait TI 2025 qui vient de sortir cette semaine, il passe par où? Il passe par notre site Internet sur notre hub de contenu. Martin Pelletier, chef des initiatives stratégiques chez Novipro, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Puis je te dis pas à l'an prochain, on va se croiser avant, mais en tout cas, à l'an prochain. On va se voir avant, mais on se voit pour le 10e. Merci Bruno. Salut. Merci. Bye. Cette semaine de Toronto, Carl-Édouard Michel s'entretient avec Yves Bordelot, fondateur et directeur général du studio Rogue Factor, ainsi qu'avec Jonathan-Jacques Belletête, directeur créatif sur le jeu Hell is Us. Les deux nous parlent de leur studio de jeu, mais aussi de cette toute nouvelle propriété intellectuelle qui sera disponible cette année. Yves, est-ce que tu peux nous parler des gens qui sont derrière cette nouvelle propriété intellectuelle? Qui est derrière Hell is Us? Oui, on a une excellente équipe chez Rogue. Ça, comme je dis toujours, sans mon équipe, je ne suis rien. Je suis un capitaine de bateau pirate. Hein? Donc, c'est vraiment ça. L'équipe, en fait, c'est une équipe qui est très senior. On est à peu près 62 personnes au sein du studio, mais les gens qui produisent le jeu, c'est environ 55 personnes. Particularité, tout est fait à 100% à l'interne au niveau de la production. Donc, autant les animations, le code, la musique, le design, compositeur in-house, on enregistre les voix au sein du studio. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important, on a vraiment apprécié le fait d'avoir une agilité, d'avoir une équipe comme ça, équipe senior, donc qui viennent c'est des vétérans de chez Ubisoft, de chez Eidos. On a quand même une grande partie de l'équipe centrale qui a développé Deus Ex Human Revolution. Donc, une belle synergie entre des gens qui sont très axés AAA et d'un autre côté, des gens qui sont très indés. Donc, ça a fait une espèce de Voltron, comme on dit, et que ça a créé une super belle équipe qui a un beau talent et ça parle, quand on regarde Hell is Us, ça parle directement de lui-même. Génial. Tu parlais des gens qui ont fait le voice-over, la voix dans le jeu. Est-ce que tu es capable de peut-être nous mentionner qui travaille avec vous là-dessus? Donc, oui, je peux en parler un peu. Il y a quand même quelque chose qui était très important pour nous. Donc, autant en anglais qu'en français, on voulait enregistrer au Québec, au studio, directement dans nos studios à l'interne. Donc, on a quand même été chercher une certaine palette, on va le dire comme ça, dans la version anglophone, Elias Toufexis, qui a fait la voix d'Adam Jensen, notamment dans Deus Ex, mais aussi qui est dans Star Trek, qui est dans The Expanse, quelqu'un qu'on apprécie énormément chez Rogue. Donc, on a des acteurs comme ça. On a aussi des gens très locaux pour la version francophone. Par exemple, Paul Sarrazin, qui est un de mes héros à l'époque de Musique Plus. Donc, c'est très, très cool. Et des acteurs hollywoodiens, là, comme par exemple Caroline Davernas, qui joue un rôle également dans Hell is Us. Donc, c'est très, 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 très cool d'avoir ce bassin de talents-là canadien à disponibilité. Merci, Jonathan, de prendre le temps de jaser avec nous aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, mon gars. Oui, écoute, j'aimerais ça que tu commences par nous parler de l'histoire. C'est quoi Hell is Us? Qui est le héros du jeu? Parle-nous-en un peu plus.
Donc, Hell is Us se passe dans un pays ermite, comme on appelle, un pays tortue, fermé sur lui-même, un peu comme la Corée du Nord. Le pays est aux prises avec une guerre civile depuis environ 2 ans, quand le jeu commence. Bon, comme tout bon pays ermite, les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Les gens de l'extérieur ne savent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Mais le fait qu'il y ait une guerre civile, c'est connu. Il y a des bribes et tout ça. Les Nations Unies sont là. Dans le jeu, on les appelle les ON au lieu des UN, mais sont là, voilà. Notre héros, Rémi, vient de ce pays-là. Il est né là. Sa mère a réussi à le faire sortir du pays à l'âge de 5 ans. Bon, pour lui donner une meilleure vie, elle est restée là. Rémi a grandi après ça au Canada, dans des familles d'accueil, tout ça, un peu une enfance puis une adolescence quand même un peu rough, a joint l'armée puis tout ça quand il a eu 18 ans. C'est un peu cliché, mais ça fait vraiment que notre personnage, c'est quelqu'un qui a toujours eu le besoin d'avoir une structure, d'avoir une direction. Il n'a pas pu l'avoir justement dans les familles d'accueil, tout ça. Il a considéré que dans l'armée, il l'aurait. Bon, aussi faire payer ses études, voyager, tout ça. Et en même temps, Rémi a toujours voulu retourner dans son pays natal, dans Hadia, parce que fondamentalement, il veut retrouver ses parents, il veut un peu les confronter, si on veut, en tant qu'adulte, qui est capable de rationaliser pourquoi ils l'ont abandonné, pourquoi ils l'ont sorti du pays, en fait. Mais émotionnellement, l'abandon parental, et c'est quand même assez connu que c'est un des traumatismes, si c'est pas même le pire traumatisme pour un enfant en bas de 7 ans, un truc comme ça. Donc, quand même, émotionnellement, il y a comme besoin d'aller les confronter. Ses visas ont toujours été refusées, il n'a jamais pu entrer dans le pays. Mais là, avec la guerre civile, les casques bleus, les peacekeepers qui sont là, lui dans l'armée canadienne, il se fait transférer là. Ils voient en fait sa façon de enfin pouvoir s'infiltrer, de retrouver ses parents, s'ils sont bien sûr encore en vie. Il ne sait pas, ça fait 2 ans que la guerre civile perdure. Et voilà, il va rentrer là. Donc, on va être vraiment aux premières loges d'une guerre civile et aux premières loges aussi d'une calamité, chose que là, par exemple, personne ne sait. Il s'en rend compte quand même assez rapidement en rentrant dans le pays. Et tout ça est relié ensemble, la famille, la guerre civile, la calamité, avec un espèce de thème principal qui est vraiment les émotions. Le fait que notre capacité humaine, de cette barbarie-là, de cette violence-là, de cette espèce d'horreur humaine-là, est fondamentalement causée par nos émotions, notre irrationalité, nos passions, tout ça. J'aimerais parler maintenant du système de combat, parce que c'est un système de combat assez intéressant. Pas Souls-like, je pense que c'est très important de mentionner. C'est fondamentalement pas un Souls-like. Exactement, mais peux-tu nous en parler un peu plus de ce système de combat-là qui est quand même très intéressant, puis aussi avec tout le côté découverte, là, parce que c'est comme deux gameplays en même temps, là. C'est vraiment les 2 piliers fondamentaux là, du minute-to-minute gameplay là, dans le jeu. Donc, c'est ça, combat à la 3e personne, action, tout ça avec des armes médiévales, fait un grand classique de jeux vidéo. On a nos trucs à nous, on a souvent des ennemis combinés qui, sans rentrer dans les détails, qui ont un combat loop bien précis à eux, unique à nous aussi, si on veut. De quelle façon est-ce qu'on doit gérer ces 2 ennemis-là en même temps? Il y a vraiment des mécaniques précises à ça. On a notre drone, super important, qui est fondamental au combat parce que souvent, on est contre ces entités-là qui sont doubles ou triples. Donc, notre drone, c'est un petit peu notre sidekick dans cette multiplicité-là. Ça, oui, ça là, c'est ça, merci. Fait que l'idée vient un peu de là, d'être quand même un peu comme... Eux, souvent, sont 2 contre nous. Ben nous, on est comme 1,5, si on veut, tu sais, puis avec les habiletés du drone. Une autre chose aussi intéressante, moi, j'ai beaucoup aimé parce que je jouais beaucoup dans les années 90, les fameux donjons. Il y a pas mal de donjons dans ce jeu-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Dans le même trip que je disais tantôt, un jeu qui se passe à l'époque contemporaine, mais qui a des épées, des armes médiévales, puis tout ça. De la même façon qu'on voulait quand même avoir des donjons. Il fallait trouver les justifications pour ça, parce que un truc, j'étais très clair au début, malgré que c'est contemporain, je voulais pas que les donjons soient, mettons, je sais pas moi, des stations de métro abandonnées ou des anciennes warehouses ou des trucs comme ça. Je voulais quand même que ça soit des trucs un peu, c'est ça, médiéval ou un peu fantastiques. Comme on a des bons vieux donjons comme on les aime, donc il a fallu trouver ces justifications-là. Puis il y a quand même des trucs qui un peu connexes à Indiana Jones fondamentalement, même si c'est ou même Lara Croft, même si c'est dans le vrai monde, ils découvrent quand même des trucs très qui sortent de l'ordinaire, adjacent au fantastique, là, si on veut. Là, fait que c'est ça. Donc, les donjons sont vraiment centrales.
Il y en a pas 25, mais il y en a quand même un nombre assez raisonnable pour la grosseur de l'équipe qu'on est, le type de jeu qu'on a fait. Il y a quand même pas mal de trucs à faire dans chacun des donjons. Ils sont centrales à l'histoire principale. Ils sont obligatoires. Ils sont tous passablement différents, avec des challenges différents, reliés à du lore différent. Voilà. Génial, Jonathan. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Ça fait plaisir. Yves, Eleza, ça sort sur quelle plateforme et quand? Oui, Eleza sort le 4 septembre, donc très bientôt, et ça va être disponible sur PC, sur Xbox et plateforme PlayStation. Yves, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Stéphane Berthommet, notre podcastologue en résidence, revient sur un sujet de grande importance pour les créateurs de contenu francophone, le projet de loi 109, récemment déposé par le gouvernement du Québec. Ce projet vise à favoriser la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'univers numérique, incluant bien entendu les balados. Stéphane nous explique les objectifs de cette démarche, les plateformes visées et surtout les défis que représente sa mise en œuvre face à des géants comme Spotify, Netflix ou YouTube. Bonjour mon cher Bruno, bonjour auditrices et auditeurs de mon carnet, c'est Stéphane Berthommet, aka le podcastologue, qui vous parle aujourd'hui de la souveraineté culturelle des contenus francophones au Québec. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit de vous parler de ce projet de loi qui a été déposé le 21 mai dernier au Parlement du Québec sur l'objectif de favoriser et de défendre les contenus francophones dans l'univers numérique, donc ce qui concerne directement les podcasts, bien entendu. Et j'ai trouvé intéressant de vous en parler parce que ça va concerner, bien entendu, les contenus audio. Et il y a quand même des enjeux très importants là-dedans. Alors d'abord, un petit tour d'horizon de ce projet de loi. J'ai interrogé le ministère de la Culture et des Communications qui m'a expliqué l'objectif du projet. Alors, je vous cite la réponse qui m'a été faite. L'objectif principal du projet de loi est de favoriser l'accès et la découvrabilité des contenus culturels, d'expression originale de langue française dans l'environnement numérique au Québec. Donc, il est souhaité qu'un plus grand accès et une meilleure découvrabilité des contenus culturels francophones favorisent la consommation de ces contenus par les utilisateurs au Québec, notamment chez les jeunes, et apporte des retombées positives pour tous ceux qui sont impliqués dans la création, la production et la distribution de ces contenus. Alors, fin de citation, vous l'avez compris, il s'agit clairement de défendre ces contenus francophones qui sont sous-représentés aussi bien sur Netflix, sur Amazon Prime, sur les plateformes vidéo que sur les plateformes audio. Là, on parle de Spotify, on parle de Apple Podcast, on parle de Amazon Music. Je ferai quand même un petit bémol pour Amazon Music, un petit aparté au sujet d'Amazon Music, parce que c'est un cas quand même un peu particulier. Amazon a quand même d'abord une représentante qui parle français dans l'écosystème québécois et qui est accessible d'ailleurs par les producteurs et les créateurs et créatrices et qui a soutenu dans l'univers de la balado plusieurs balados francophones québécois, donc ça c'est à noter. Et du côté de Spotify, on est dans une situation complètement inverse, c'est-à-dire qu'au fond, Spotify, qui pourtant est une entreprise européenne, agit comme un géant américain sans trop se préoccuper de la mise en avant des contenus francophones, bien qu'il y ait quelques opérations ponctuelles ou quelques petits éléments à noter dans ce domaine-là. Mais donc, je reviens au projet de loi parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher avec ce projet de loi à donc mettre en avant, favoriser la représentation des contenus francophones sur les plateformes numériques et puis déterminer des obligations, puisque c'est même l'expression qu'en a fait le ministère, déterminer des obligations en matière de découvrabilité, notamment de recommandations, de mise en valeur ou d'affichage de ces contenus. Alors ça, ce sont les intentions du législateur à ce sujet. Là où les choses peuvent devenir compliquées, c'est que on s'adresse en même temps à Netflix, à Amazon Prime, à Amazon Music, à YouTube, puisque YouTube fait partie à la fois des diffuseurs vidéo et audio, à Spotify, à Apple Podcast, et que tout ça va en fait finalement se réaliser ou en tout cas se mettre en œuvre
à travers les textes qui vont suivre et non pas les intentions qui sont exprimées par le projet de loi. Le projet de loi exprime un cadre général et ensuite les règlements ou les ententes qui vont être prises avec les diffuseurs vont préciser la mise en œuvre de ce cadre. Et c'est là que ça va s'avérer redoutablement compliqué pour le gouvernement, c'est que on a autant de cadres à mettre en place que de situations et d'intervenants avec lesquels il va falloir dealer sous des conditions différentes. Donc, d'un côté, je souhaite quand même bon courage au gouvernement. Je pense que c'est une initiative qui est évidemment à souligner, c'est pour ça que j'en parle, et qui est valable aussi bien pour les contenus télévisuels que pour les balados, ce qui est une bonne nouvelle. C'est quand même chouette de voir que on intègre les contenus audio à une mesure qui vise un univers beaucoup plus, disons, institutionnel, celui de la télévision qui existe depuis bien plus longtemps. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, je m'interroge sur la mise en place, je me questionne sur la façon dont on va arriver à obliger autant de plateformes à valoriser le contenu francophone au Québec. Je vous rappelle que les contraintes, c'est ça, c'est les contenus francophones, mais c'est aussi au Québec. Donc ça fait quand même beaucoup de spécificités, ce qu'on doit encourager, mais ça fait quand même des contraintes assez importantes qu'on voudrait imposer à ces plateformes-là. Alors, je vais rester, bien entendu, attentif à la suite de tout ça. Je pense que il va y avoir des débats qui vont être assez longs à ce sujet. Je doute qu'on arrive à une mise en œuvre rapide, tant sur les plateformes vidéo que sur les plateformes audio. Mais c'est quand même quelque chose qu'il va falloir suivre de près et qui va être particulièrement intéressant. Alors voilà, je vous parlais de cette initiative qui est ce projet de loi 109, dont vous pouvez d'ailleurs aller consulter les termes sur le site du gouvernement du Québec, qui a été présenté le 21 mai dernier. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis que l'audio soit avec vous. Comme chaque semaine, on retrouve Stéphane Ricoul avec sa chronique sur l'évolution numérique. Aujourd'hui, il nous propose un regard bien particulier sur les modèles d'affaires pour l'IA. La scène semble vouloir devenir familière dans les conseils d'administration. Des dirigeants qui restent sur leur faim par faute de résultats décevants malgré des investissements conséquents en intelligence artificielle. Comme le révèle l'étude du S&P Global, 42% des entreprises abandonnent aujourd'hui la majorité de leurs projets pilotes d'IA générative. Un chiffre qui a plus que doublé en un an. La désillusion semble gagner du terrain, alors même que les consommateurs, eux, adoptent massivement les différents modèles d'intelligence artificielle. ChatGPT revendique désormais 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, ce qui est loin d'être anecdotique. Face à ce paradoxe, l'explication traditionnelle pointe vers des obstacles techniques. Données cloisonnées, système informatique vieillissant, pénurie de talents spécialisés. Ces facteurs sont réels et ils portent un nom qui ressemble à dette technologique, nécessite une véritable transformation numérique, mais ils masquent peut-être aussi une vérité plus fondamentale. Et si le problème résidait moins dans la technologie que dans notre façon de l'envisager? Y avez-vous pensé? À l'approche du week-end du Grand Prix, je vais me permettre un parallèle avec ces bolides pilotés à leurs limites. Imaginez un instant que vous venez d'acquérir une Formule 1, un bijou d'ingénierie capable de performances extraordinaires conçu pour repousser les limites de la vitesse et de la précision. Que faites-vous? La plupart des entreprises semblent l'utiliser pour se rendre au bureau. Coincés dans les embouteillages quotidiens, slalomant entre les nids de poules et les cônes oranges, désormais figure emblématique des grandes agglomérations du Québec. Certes, cette Formule 1 peut accomplir cette tâche, probablement mieux qu'une berline ordinaire, ou disons avec plus de panache. Mais n'est-ce pas fondamentalement passer à côté de son potentiel? C'est précisément ce qui se produit avec l'IA générative en entreprise.
Nous utilisons une technologie révolutionnaire pour résoudre des problèmes conventionnels, comme automatiser le service client, optimiser les campagnes marketing, rédiger plus rapidement des rapports ou générer du code informatique plus efficacement. Ces applications ne sont pas dénuées de valeur, comprenez-moi bien, même au contraire. C'est nécessaire d'entreprendre de telles initiatives au sein des entreprises, mais elles s'inscrivent toutes dans un paradigme d'optimisation de l'existant. Nous demandons à l'IA de faire ce que nous faisons déjà, simplement plus vite, mieux ou à moindre coût. Et c'est peut-être cette approche qui explique en grande partie la déception actuelle. Car si l'IA peut effectivement optimiser des processus existants, le retour sur investissement de cette optimisation reste borné par les limites intrinsèques de ces processus. Vous pouvez perfectionner indéfiniment votre trajet domicile-travail, mais tant que vous restez dans les embouteillages, les gains seront marginaux. L'histoire des grandes ruptures technologiques nous enseigne pourtant une leçon constante. Leur plein potentiel se révèle rarement dans l'optimisation des modèles existants, mais dans l'émergence de modèles entièrement nouveaux. Quand Ford a démocratisé l'automobile, l'innovation majeure n'était pas une calèche sans cheval, mais une transformation profonde de l'organisation sociale, économique et urbaine. Quand Apple a lancé l'iPhone, sa valeur ne résidait pas dans sa capacité à passer des appels plus efficacement, mais dans la création d'un écosystème inédit d'applications et de services. Qu'en est-il alors de l'IA générative? Son véritable potentiel pourrait bien résider dans sa capacité à révéler des opportunités que nous n'avions même pas envisagées, à résoudre des problèmes que nous n'avions même pas identifiés comme tels. Il ne s'agit plus d'optimiser le connu, mais d'explorer l'inconnu. Prenons un exemple concret, juste pour le fun. Une banque traditionnelle pourrait utiliser l'IA pour accélérer le traitement des demandes de prêt ou améliorer la détection de fraude. Des optimisations utiles, mais incrémentales. Une approche transformative consisterait plutôt à exploiter les capacités prédictives et analytiques de l'IA pour repenser entièrement le concept de risque financier, créant peut-être des produits financiers personnalisés qui n'auraient jamais pu exister dans un monde pré-IA, ou identifiant des segments de clientèles invisibles aux méthodes traditionnelles. Les géants technologiques eux-mêmes, malgré leur discours visionnaire sur le changement de plateforme ou l'émergence d'un web agentique, restent largement prisonniers de ce paradigme d'optimisation. Google intègre l'IA à son moteur de recherche, mais principalement pour améliorer une expérience existante. Meta l'incorpore dans son système publicitaire pour affiner un modèle d'affaires déjà établi. Même Microsoft, malgré son partenariat ambitieux avec OpenAI, semble principalement préoccupé par l'intégration de capacités d'IA dans sa suite bureautique, une évolution significative, mais qui ne réinvente pas fondamentalement le travail de bureau. Cette timidité est compréhensible. Réinventer un modèle d'affaires comporte des risques considérables, surtout pour des entreprises cotées en bourse, soumises à la pression trimestrielle des résultats. L'optimisation de l'existant offre des gains plus prévisibles, plus faciles à mesurer et à communiquer aux actionnaires. Mais cette prudence pourrait s'avérer coûteuse à long terme. L'histoire regorge d'exemples d'entreprises dominantes qui ont échoué à saisir le potentiel transformatif d'une nouvelle technologie, précisément parce qu'elles l'évaluaient à travers le prisme de leur modèle d'affaires existant. Je ne vous ferai pas l'injure de vous raconter l'histoire de Kodak ou de Nokia qui sont restés attachés à leur vision traditionnelle de l'époque, mais vous comprenez parfaitement mon propos ici. Pour éviter ce piège avec l'IA générative, les entreprises devraient peut-être commencer par une question radicalement différente. Plutôt que « comment l'IA peut-elle nous aider à faire mieux ce que nous faisons déjà ?», elle gagnerait à se demander « que pourrions-nous faire aujourd'hui qui était auparavant impossible ?» Cette question ouvre la voie à une exploration plus audacieuse, plus susceptible de libérer le véritable potentiel transformatif de cette technologie. Une approche qui exige une gouvernance différente des projets d'intelligence artificielle. Plutôt que de les évaluer uniquement sur leur capacité à réduire les coûts ou à augmenter l'efficacité à court terme, les entreprises devraient créer des espaces d'expérimentation où l'échec est accepté comme partie intégrante du processus d'innovation,
car il s'agit moins d'appliquer l'IA à des problèmes connus que de l'utiliser pour découvrir de nouveaux territoires. La pente d'illumination que les experts de Gartner prédisent pour fin 2025 pourrait bien être conditionnée à ce changement de paradigme. Les entreprises qui sortiront gagnantes de cette période de désillusion ne seront probablement pas celles qui auront le mieux optimisé leur processus existant, mais celles qui auront eu le courage d'exploiter les possibilités inédites offertes par l'IA à travers l'utilisation d'un modèle d'affaires à la hauteur de ses capacités. La Formule 1 n'est pas faite pour les embouteillages urbains. Son potentiel ne se révèle pleinement que sur un circuit adapté à ses capacités exceptionnelles. Nos entreprises devraient réfléchir à comment construire ces nouveaux circuits pour l'IA plutôt que de continuer à la contraindre sur des routes qui n'ont pas été conçues pour elle. C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, tu reviens presque à peine d'Interface à Québec. Comment c'était? C'était très bien. Une très belle édition, on s'entend. C'est la première de Interface Québec. Hein. Auparavant, c'était le Web à Québec, le WAC. C'était le papillon qui arrivait de la chaîne. Apporté à bout de bras par les gens, les bénévoles qui ont repris l'événement. C'était, comme Caroline te le disait dans une entrevue que tu as fait il y a quelques semaines ici, relativement similaire à ce qu'on a vu dans les WAC des années passées, mais c'était quand même un effort assez global, assez costaud de pouvoir tout refaire ça, puis d'inviter autant de monde. Et je dirais que la curation des contenus des conférences était bonne. Elle était vraiment très bonne. Moi, je me suis surpris à passer moins de temps dans les corridors et plus de temps dans les salles. À un moment donné, on a fait le tour. C'est un bon signe, ça. Oui, c'était un bon signe pour moi, ça, d'avoir assisté à des bonnes conférences. Et peut-être que je suis biaisé, mais il y en avait beaucoup sur le UX. Ah! Signe des temps. Mais justement, parlant de conférences qui partaient sur le UX, t'es pas parti de là les mains vides puisque tu nous ramènes une entrevue. Oui, je ramène une entrevue avec une de mes collègues, Juliana Alvarez, qui est aussi une des bénévoles dans Apéro UX, qui est l'événement que j'organise à tous les 2 mois. Et elle nous a parlé justement de recherche en lien avec le paramètre business. Hein, puis c'était très courant dans les 2 autres conférences UX à laquelle j'ai assisté. Il y avait toujours un peu cette problématique. Hein, on l'a entendu parler ici dans des entrevues qu'on a fait. Et c'est ça, il y a comme un malaise dans l'industrie. On n'est pas nécessairement reconnu dans la chaîne de montage d'un projet numérique. La recherche est un de ces paramètres très importants qui composent tout ce qu'on peut offrir en UX. Et c'est de ça que nous parle Juliana. Puis elle amène des beaux exemples de confronter un petit peu la direction. Puis ça vient avec évidemment, faire des ateliers, les amener autour d'une table et leur faire dire un peu c'est quoi leurs objectifs, c'est à qui ils s'adressent. Après ça, d'aller valider en recherche et peut-être des fois invalider certaines hypothèses que les patrons avaient, ceux à qui ils parlaient, puis c'est quoi la perception des gens sur le terrain. Et c'est à ça que ça sert la recherche. Et c'est vraiment trop souvent négligé dans le milieu, là. Et c'est tellement important, je pense à toutes ces histoires que tu nous as racontées, relatées depuis tant d'années sur des gens qui n'ont pas pris le temps d'aller vérifier sur le terrain si leur instinct était bon. Exact. Et on a eu la chance de faire un panel on-site à Interface UX. Donc, un petit apéro UX le mercredi, c'était cette semaine là, à 11h. On avait une plage horaire, puis la salle était vraiment remplie et on le fait sous le principe d'un fishbowl. Donc, il y avait un siège de libre sur le panel qui invitait les gens à venir dans la salle et s'asseoir. À tour de rôle. À tour de rôle, et une fois qu'ils posaient une question, ils devaient rester assis jusqu'à temps que quelqu'un vienne les déloger. Ça a fait un panel super intéressant qu'on va rediffuser bientôt. Il va être rediffusé pendant 90 jours en exclusivité sur le site d'Interface. Après ça, on va le reprendre sur le site d'Apéro UX. Et voilà, ça a été une belle édition de bout en bout. Ah, c'est des belles nouvelles, ça. Ben, Jean-François, merci de nous avoir ramené cette entrevue avec ton invité qu'on va écouter à l'instant. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut. Bye, à la semaine prochaine. Oui. Bonjour Juliana. Bonjour JF, un plaisir. Ouais, on est à Interface aujourd'hui, puis hier, tu as fait ta conférence, qui a eu un grand succès, la salle était pleine. Puis moi, à date, c'est une de mes meilleures conférences, vraiment, parce que, évidemment, ça vient chercher, c'est dans l'UX, évidemment. La recherche aussi, qui est, on peut le dire, à travers tout ce que l'UX est mal aimé en ce moment, la recherche est là-dedans aussi. Là. Oui, on a les mêmes tendances. Moi, dans les points principaux que j'ai retenus, c'est ça. C'est la réticence qu'ont les grandes organisations encore à vouloir aller en recherche. Oui. Parle-moi-en un peu. Là, qu'est-ce qui t'a amené à ce sujet-là?
Ben, c'est toujours le même défi qu'on rencontre, non? C'est de convaincre... souvent, on arrive à convaincre les équipes dans lesquelles on travaille parce qu'on réussit à les intégrer un petit peu plus dans nos initiatives. Puis si tu es une bonne communicatrice, un bon communicateur, en général, tu es capable de les convaincre assez facilement. Ça prend ça, donc. Oui, ça prend ça aussi pour être un bon rechercheur. Exactement. Et être surtout un diplomate. Mais c'est ça, UX en général. Oui. C'est quelqu'un qui est au milieu, qui est en médiation, si on veut. Bien, en fait, on joue souvent ce rôle-là. Mais je vais finir mon idée principale. Oui. C'est qu'on réussit à convaincre les petites équipes, mais le grand défi, c'est convaincre l'organisation. Donc, si déjà ils sont venus te chercher, c'est qu'ils ont un intérêt ou ils sont curieux à savoir c'est quoi du UX, c'est quoi de la recherche. Mais il faut toujours se prouver. On dirait qu'on te demande toujours de t'évaluer, de prouver ta valeur, etc. C'est là où est le plus grand défi. Surtout qu'ils comprennent ce que c'est l'UX dans leur connotation qui est un peu plus graphique, qui est un peu plus interface. Ouais. Donc, on présente un petit peu plus une démarche, une posture, une façon de penser différente. C'est là où ça commence à rendre les gens très inconfortables parce que ça remet en question beaucoup de ce qu'eux pensaient savoir. Ça remet en question aussi leur pouvoir de connaissance dans une entreprise vis-à-vis les équipes de développement. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui soit humble, qui soit ouvert, pour qu'il te donne une chance puis qui aussi valorise ce que c'est de la recherche. Et ça, c'est une chose. La deuxième, c'est la posture qu'on peut jouer en tant que designer ou en tant que chercheur. Souvent, on a toutes les aptitudes pour être justement ce médiateur. Cette personne qui est capable de parler différents langages, qui est capable de faire parler des gens entre eux. Pourquoi? Parce qu'on a un point central, un point commun qui est toujours l'humain, qui est toujours l'utilisateur. C'est des choses que tout le monde comprend. Tandis que lorsqu'on met dans le centre une technologie, bien, tu écartes quand même une bonne partie des gens d'affaires qui vont dire « OK, ça me dépasse complètement » ou des gens plus en design que aussi ça peut dépasser très rapidement. Tandis que l'humain, tout le monde le connaît, tout le monde se reconnaît, tout le monde peut avoir des biais pour le bon, pour le mauvais, mais au moins ça, c'est très rassembleur. Fait qu'on peut jouer ces rôles-là, puis souvent, c'est ça qu'on essaye de mettre en valeur pour pouvoir présenter d'un bon œil, de bon jour le design. Et surtout de pouvoir le faire valoriser plus haut dans la direction. Et ça coûte pas cher, la recherche, en principe. C'est vrai que c'est quelque chose qui semble rébarbatif pour les gens au niveau C-level, mais en principe, ça fait sauver énormément d'argent. Mais reste que en technologie, en 2025, on va encore très rapidement au CTO, au directeur des technologies, pour avoir la solution. Puis on passe outre la recherche, et pourtant, mais comme tu dis tout à l'heure, je pense que ça vient chercher des valeurs humaines de j'ai une idée, puis j'ai pas le goût qu'on me dise qu'elle marchera pas. Là. Bien, c'est souvent ça qu'on a rencontré. Fait que oui, effectivement, c'est très provocateur. Ouais. Ça peut l'être, ça peut être une confirmation aussi. Là. Ça peut être une confirmation, une validation, mais les gens le voient pas toujours de cet œil-là. Et oui, c'est pas cher. Ça dépend un peu comment tu arrives. Si tu arrives avec ta méga méthodologie, avec le fait que tu veux arriver avec une équipe de 50 designers, et ils vont te dire « Attends une minute, prouve-moi un peu qu'est-ce que tu peux apporter. » On est arrivé à faire des compromis dans les dernières années face à cette adversité-là aussi. Exactement. Et il y a aussi, je ne veux pas dire qu'il s'est joué contre, mais toute la méthode d'agilité. OK? Avec cette idée de changer, d'expérimenter, de faire ça rapidement et tout, bien, c'est un peu une nuit à la recherche. Ouais. Parce que là, ils disaient, mais non, mais justement, on est dans des MVP, on est dans une façon de dire, OK, parfait, on est vraiment en mode test. Donc là, on dit, pourquoi on va prendre le temps de faire de la recherche? Et de toute façon, on va changer puis évoluer à fur et à mesure qu'on apprend avec nos MVP. Mais dis-toi qu'un prototype d'$1, bien, ça sauve $100 en développement. Ouais. Fait que même si c'est un MVP, un prototype aurait pu te donner exactement les mêmes réponses en MVP, en prototype, même papier, en sketch, que quelqu'un qui aurait développé la même chose. Donc, c'est ça le discours qu'il faut qu'on change, qu'on restructure, qu'on essaie de proposer, parce que les équipes essayent justement d'inclure plein de choses, plein de principes, dont l'agilité, qui n'est pas toujours bien comprise et bien aussi mise en pratique. C'est peut-être un peu comme tout ce qui est en prévention. C'est toujours un peu mis de côté parce qu'on se dit ça n'arrivera pas ou j'ai raison, je prends une chance, je fais l'MVP, je m'en vais vers le produit, puis si ça ne fonctionne pas, on pivotera dans 6 mois, mais ça coûte cher les pivots. Là. C'est exactement. Mais je pense qu'il y a aussi le même côté avec en amont, avant que c'était des méga recherches.
Regarde les exemples d'Hydro-Québec. Okay? Qu'est-ce qu'ils font dans les équipes de développement? Ils disent, il faut qu'on fasse une étude en architecture d'entreprise, une architecture de domaine, il faut qu'on ait telle étude pour pouvoir essayer de... Alors oui, ça prend des mois et des mois avec des rapports de 150 pages qui utilisent, finalement, on a pris telle décision, OK, on est bon pour aller de l'avant, on va aller chercher un budget. Mais tu sais, c'est énorme là, comme recherche. Fait que là, ils sont un peu... de notre réputation est comme un peu salie avec tout ça en disant on va te mettre dans le même bucket, on va te dire tu vas te prendre encore 3 mois pour faire ta recherche. On n'a pas envie, on est prêt à faire de la solution. Fait que c'est là où il faut bien s'intégrer dans les équipes, il faut bien comprendre que la recherche, c'est pas un frein, qu'au contraire, ça va être un accélérateur, que si on est bien intégré dans le même cycle de développement et on suit le même rythme, bien, c'est là où il y a les avantages, puis c'est là où ça va être intéressant. Hier, tu as parlé aussi, ça a intrigué beaucoup de gens, tout le monde s'est lancé sur Wikipédia pour savoir c'est quoi l'abduction. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette notion dont tu as parlé dans oui, tu vois, moi j'adore provoquer, puis en même temps, c'est quelque chose qu'on connaît tous, mais qu'on nomme pas. Ouais. Alors, l'abduction, ce que je disais dans la conférence, pour remettre en contexte, c'était que, effectivement, on a des articles de Forrester, de Gardner, qui démontrent à quel point la recherche utilisateur, ça a sauvé les entreprises de la faillite, ça a permis d'avoir à beaucoup d'entreprises d'être au-delà de toute leur compétition, ça permet à beaucoup d'entreprises de sauver des millions par année et tout. Fait que pourquoi, si c'est grand, c'est des grands... revues publient ce type d'études qui sont extrêmement bien fondées, les gens n'y croient pas encore. Pourquoi? Parce que, c'est là ma conclusion, parce que la réticence puis la résistance qu'ont les gens, c'est dû et intimement lié à leur manière de raisonner. Et c'est là où j'explique que le raisonnement qu'apporte la recherche utilisateur, qu'apporte ce type d'innovation, c'est à travers des observations, des relations qu'on met ensemble, des hypothèses qui sont plausibles, pas certaines, plausibles, qu'on va devoir rejeter ou confirmer à travers de l'expérimentation. Et ça, c'est ce qu'on appelle un raisonnement abductif. Et c'est ce qu'on a appris à oublier dans notre système d'éducation, tu disais dans la conférence aussi. Exactement. Ouais. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on le fait tout le long de notre enfance. C'est très naturel pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on voit du feu qu'on est petit. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on met le doigt? Est-ce qu'on met pas le doigt? Est-ce qu'on met le doigt? On s'est brûlé. Merde. Alors, je vais utiliser autre chose pour essayer de le toucher, mon Furby. Et on va jouer avec l'expérimentation pour dire, OK, finalement, ça brûle, c'est pas bon pour moi, si que l'autre. Tu t'étires des conclusions à fur et à mesure que tu expérimentes. Par contre, tout le long de notre éducation, qu'est-ce qu'on nous enseigne? On nous enseigne à passer de mode déductif et inductif. Parce que ça a une grande histoire dans les mondes scientifiques, dans la logique formelle, parce que c'est plus objectif, c'est plus rigoureux. Donc, quand on est martelé pendant des années et des années à penser de manière déductive et inductive, on perd ce côté curieux, on perd ce côté inconfortable et incertain que peut-être que c'est pas vrai ce que j'apporte, mais c'est pas grave, je vais continuer à observer, je vais continuer à monter mes expériences pour pouvoir porter mes propres conclusions. On perd cela. Puis ça peut être normal aussi. Imagine-toi si on devait re-questionner constamment nos a priori. À un moment donné, on veut se poser sur des connaissances déjà acquises. Et c'est là où je pense que moi, ça m'a réveillé beaucoup hier sur cette notion-là, parce que je me demande beaucoup là où on peut avoir une place en fait de VP Design dans une organisation, soit-elle une entreprise de boulons hors du numérique. Pourquoi elle n'aurait pas un VP Design? Parce qu'on sait penser autrement. Oui. On a continué à penser comme des enfants, si on veut, puis garder ce côté de pouvoir réfléchir et trouver des solutions à des problématiques d'une façon différente. Mais c'est pas acquis dans l'industrie, mais ça devrait l'être peut-être sur cette base-là, justement. Oui, mais comme je disais aussi dans ma conférence, c'est pas qu'on a gardé, c'est qu'on a réappris. En tant que designer, en tant que médecin, en tant que policier en général, toutes ces recherches d'investigation dans ces trois domaines-là, ils nous apprennent à réfléchir de façon différente. Et c'est là qu'on a réappris à utiliser le mode abductif pour raisonner pour certains problèmes qui sont très complexes, qui d'ailleurs sont de plus en plus nombreux aussi dans la société. Donc, pourquoi il n'y a pas un VP en design dans les entreprises? Pourquoi? Parce que ça dépend aussi de la culture organisationnelle. Parce que ça dépend aussi, est-ce qu'on a réussi à le démontrer? Est-ce qu'on a réussi à avoir des gens qui se pensent? Justement à le démontrer. Non. En Europe, par contre, c'est beaucoup plus important que la culture nord-américaine.
En Europe, je pense qu'ils ont réintégré le design d'une autre façon. Ils ont aussi une connotation très différente vis-à-vis du design, qui n'est pas uniquement, justement, de produits ou d'interface ou de visuel. Ils ont intégré le design vraiment comme une réflexion d'un processus, d'une méthodologie, d'une réflexion, d'un raisonnement différent. Donc, je pense que ça va arriver peu à peu, mais c'est une question de culture, c'est une question de comprendre aussi la valeur. Éventuellement, dans l'entreprise de Boulon, on va avoir des designers. Mais espérons-le. Mais tu as donné un exemple hier aussi de Lego, qui est quand même une entreprise immense, qui a su se questionner, qui a su se poser un peu tardivement, on s'entend. Puis s'ils avaient fait peut-être plus tôt, ça aurait été encore mieux, ça n'aurait pas paru, il n'aurait pas passé au bord du gouffre. Mais est-ce que, justement, c'est ça, c'est là la force de savoir se questionner et faire de la recherche? Si tu veux nous parler un peu de cet exemple-là. Oui, je peux expliquer rapidement. Lego, en fait, dans les années 2000, il était vraiment au bord de la faillite parce qu'il y avait toute l'ère numérique. Il y avait Nintendo qui arrivait, etc. Et comme ils étaient mal pris, ils étaient vraiment au bord de la rupture, ils ont fait venir beaucoup d'enfants pour regarder et observer qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils ont dit, OK, on va faire enfin de la recherche utilisateur, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les motive. Et ils se sont rendus compte finalement que les enfants ne venaient pas seuls, ils étaient accompagnés de leurs parents. Puis que les parents, ils jouaient plus que les enfants, ils étaient plus enthousiastes que les enfants. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un potentiel de marché beaucoup plus intéressant qu'ils ne pensaient initialement. Donc, ils ont ouvert énormément de gammes pour adultes. Ils ont ouvert le Lego Star Wars, Indiana Jones, tout le côté nostalgique, c'était très gagnant. Toute la gamme de bâtiments historiques, maintenant les fleurs, les jardins, tout ça, c'est juste ciblé pour les adultes. Parce qu'ils les vendent beaucoup plus cher, leurs petits blocs de plastique, s'ils sont ciblés pour les adultes que pour les enfants. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à sauver Lego. Donc oui, c'est une question aussi d'être ouvert à la surprise, parce que tu te rends compte que même si leur objectif, c'était de comprendre les enfants, ils se sont ouverts à la possibilité que finalement, c'était pas juste les enfants qui pourraient être intéressés. Ils ont accepté d'avoir tort. Exactement. Puis ça, c'est une ouverture. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Puis c'est une belle coïncidence. En même temps, c'est une belle façon de sauver l'entreprise. Mais c'était cette ouverture qui leur a permis de les sauver, finalement. De changer, puis je pense que ça a rentré dans la culture, parce que de là est né le Lego Serious Play pour faire des ateliers. Absolument. Ils font beaucoup d'études pays par pays maintenant. De fait, je pense qu'en Allemagne, ils ont décidé de ne pas produire des Lego qui représentaient des armes de par un changement de culture post-Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils sont très à l'écoute maintenant. Exactement. Là, maintenant, ils sont vraiment en écoute permanente de toute leur... Ils ont vu un peu le potentiel. Tu sais, parfois, il faut juste une histoire comme ça dans une entreprise qui permet d'ouvrir et réaliser tout. Alors, encore mieux, si tu es capable de le quantifier, encore mieux. Et je pense qu'il faut même. Ça, c'est quelque chose qui fait mal aussi à notre métier. On oublie de quantifier les améliorations qu'on amène. Ou c'est difficile parce qu'on n'est jamais nécessairement en test A-B où on peut dire si vous ne l'aviez pas fait, ça aurait donné ça. Puis maintenant qu'on le fait, ça donne ça. Mais comme on le fait, on n'a pas quantifié. Oui, tu as un statu quo avant, mais c'est difficile de quantifier. Mais en même temps, tu peux très bien, quand tu fais des projections, tu peux quantifier ces projections-là. Oui, c'est vrai. On a réussi. Donc, c'est ça que tu essayes. C'est ça que tu essayes de faire, juste pour démontrer aussi qu'il y a une valeur. Comme n'importe quel autre projet, pas du UX, les gens projettent. Alors, c'est ça qu'on fait là. Il faut prendre le même réflexe. Juliana, merci beaucoup pour ton temps. Un énorme plaisir, Jeff, n'importe quand. Je te souhaite une belle journée. Merci toi aussi. Bye. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un grand merci à nos invités et merci aussi à mes collègues Jérôme Colombin, Carl-Édouard Michel, Stéphane Berthomet, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin pour leurs précieuses contributions cette semaine. Et puis, merci à vous d'avoir été là jusqu'à la toute fin. Toujours un plaisir de partager ce bout de journée avec vous. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet ou dès lundi si vous êtes au rendez-vous de 120 secondes de tech. Portez-vous bien. À très bientôt.